Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le sujet de thème qui a été donné à la BCE cette année. Et donc nous avions eu un extrait du fameux roman de Pierre Lemaitre, Au revoir Lae. Avant de commencer à traduire, on va déjà analyser le texte rapidement. Qu'est-ce qu'on voit tout d'abord? C'est qu'il y a des passages de narration entremêlés avec des dialogues. Alors le dialogue, il faut que ça soit automatique, il faut qu'on pense à la ponctuation. En anglais, il faut mettre des guillemets partout pour chaque réplique. Donc ce que je faisais à l'époque, c'est que je mettais sur mon brouillon, enfin sur le sujet du coup, directement les guillemets pour bien penser à les mettre quand j'allais recopier au propre. C'est important, c'est une faute. Bon, c'est pas une faute qui coûte cher, mais c'est une faute qu'on peut éviter assez facilement. Deuxième chose qu'on peut remarquer à la première lecture du texte, c'est qu'on a affaire à deux personnages, M. Péricourt et son gendre Henri, globalement. Et à la première lecture du texte, vous pouvez vous constater assez rapidement qu'ils se détestent. Et donc il va falloir rendre cette animosité dans le vocabulaire que vous allez utiliser en anglais. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à plonger directement dans le texte. Alors, une première difficulté apparaît avec le mot « trôner », pour lequel il y a plusieurs traductions possibles. Peut-être certains d'entre vous connaissent la traduction « to have pride of place », mais malheureusement, elle ne s'applique qu'aux objets. Et ici, « trôner », c'est le beau-père qui trône. Donc, ce n'est pas une traduction qui pouvait être utilisée dans ce cas-là. Deuxième traduction, « to sit in state », qui est donc la traduction qui est utilisée pour tout ce qui est royal, quelqu'un qui est justement sur un trône, qui ici, du coup, est utilisé de façon un peu dans un style artistique. Et donc, c'est plutôt cette traduction qu'il faut privilégier. Ou plus sobrement, vous pouvez dire tout simplement « to sit ». L'expression « comme Dieu le Père » pouvait également poser problème. La traduction en soi, elle est littérale. Dieu le Père, ça se dit God the Father. Cependant, ici, c'est une expression qu'on utilise pour dire comme s'il se prenait pour Dieu le Père. Et donc, il fallait, en anglais, préférer d'étoffer et donc de traduire comme s'il se prenait pour Dieu le Père. So you would say something like as if he were God Almighty. God Almighty here. J'ai préféré personnellement utiliser God Almighty plutôt que God the Father parce qu'en anglais, quand on se moque de quelqu'un pour dire qu'il se prend pour Dieu Tout-Puissant ou Dieu le Père, on utilise plutôt l'expression God Almighty. Et il faut noter également qu'en anglais, c'était une très bonne occasion de montrer une belle maîtrise de la langue en utilisant le subjonctif en anglais, qui est assez rare et très littéraire, et qui ici était tout à fait bienvenu. Autre chose qui pouvait poser problème, c'était cette phrase. Déjà parce que diagnostic en anglais se dit pas diagnostic mais diagnosis, donc il fallait y penser, de ne pas recopier juste le terme français, de ne pas se faire influencer par le français. Au-delà de ces espérances, c'est une expression qui peut se traduire directement par beyond expectations. Et enfin, toujours dans ce passage-là, M. Péricourt le confirma involontairement en baissant les yeux. La préposition « en » suggère le moyen, donc il le confirma en faisant quoi? En baissant les yeux. Donc c'est le moyen, il faut bien traduire par « by » en anglais. Et enfin, on arrive au mot qui a dû poser beaucoup de problèmes aux candidats cette année, c'est ce mot « babiole » qui apparaît deux fois. Babiole, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est un objet qui n'a pas beaucoup de valeur, mais ici, et c'est pour ça que c'est important de lire tout le texte d'abord, en fait, Henri parle d'une affaire qui, selon lui, n'a pas d'importance, et il y réfère en disant que c'est une babiole. Donc, babiole, littéralement, se traduit par « a trinket or a knick-knack ». Mais ici, ce n'est pas un objet, c'est une affaire sans importance, et donc il fallait plutôt privilégier le sens. Et c'est pour ça que je propose de plutôt traduire par a trivial matter or nothing et non le mot à mot. Ce qui montre en plus que vous avez bien compris tout le contexte et que vous n'êtes pas juste concentré sur un mot. Enfin, peut-être pour ceux qui connaissaient le mot, c'est très bien, mais ce n'était pas forcément la meilleure solution. Ce fut plus fort que lui. Il fallait également éviter une traduction littérale.
et plutôt penser à une expression idiomatique. Du coup, par exemple, comme Henry couldn't help himself. Donc, ne pas hésiter à un peu reconstruire cette phrase. Henry couldn't help himself and gave in to the temptation, plutôt que d'essayer de trop calquer sur le français. Et enfin, ce mot mensonger peut également poser problème. You cannot say a lying report. A report can be deceitful, it can be untruthful, it can be false, but lying wouldn't have been the correct term. Et donc, il fallait penser à trouver ces mots deceitful, par exemple, plutôt que lying. Ok, donc pour aller plus loin et pour éventuellement aller chercher les points bonus, on va se concentrer sur un passage spécifique, à savoir Henry ne s'était pas attendu à une victoire si facile, son diagnostic était vérifié au-delà de ses espérances. En fait, là où je veux en venir, c'est que sur un premier jet de traduction, vous pouvez peut-être avoir une répétition qui n'est pas présente dans le texte original. Et donc, ils font penser à ce genre de petits détails qui font la différence entre une bonne copie et une excellente copie. Donc, par exemple, si on traduit « Henry ne s'était pas attendu à une victoire facile », vous pouvez traduire « Henry had not expected such an easy victory ». Son diagnostic était vérifié au-delà de ses espérances. His diagnosis was confirmed beyond expectations. Donc là, vous remarquez quand on met bout à bout les deux phrases qu'on vient de traduire, qu'on a cette répétition « expected and expectation » qui n'est pas présente en français puisqu'on a « attendu » et « espérance ». Et c'est là où, du coup, dans un troisième temps, a priori vous lisez le texte, ensuite vous avez un premier jet de brouillon et ensuite vous relisez votre brouillon, vous pouvez vous dire, bah, tiens, il faut que j'enlève cette répétition, et donc vous pouvez remplacer par exemple expected par un synonyme. Ici, je propose anticipated. Henry had not anticipated such an easy victory pour éviter cette répétition. Vous pourrez trouver la correction sur myprepanews.fr.